Yo tout le monde, j'espère que bien. On est aujourd'hui le mardi 25 février 2025 et les gars, j'ai l'impression qu'on ne va jamais s'en sortir de ce bull run. Genre vraiment, c'est un enfer. Les gars, on repart à la baisse sur BTC aujourd'hui. Alors ça faisait vraiment là 3 semaines quasiment qu'on avait un marché qui était plat de chez plat. Genre vraiment, c'était ennuyant de fou parce qu'on n'avait rien qui se passait. On avait un Bitcoin qui restait dans le middle range vers environ les 93 000 $ et il y avait zéro volatilité. Et là, les gars, c'est même pas on arrive à casser à la hausse, c'est qu'on casse directement à la baisse. Alors, il y a plusieurs choses qui expliquent ça. Déjà, le fait qu'on a eu le plus gros hack, les gars, de l'histoire sur un exchange. Alors, en enlevant FTX, parce que FTX, c'était pas un hack, mais c'était plutôt voilà une sorte de Ponzi, quoi. C'était plutôt un hack en interne. Là, c'est un hack extérieur qui a été provoqué sur Bybit, qui a eu du coup le plus gros montant jamais hacké. Et en fait, derrière, on découle plein de mauvaises choses. Malgré que vous allez voir que je trouve que Bybit ont super bien réagi et ils ont vraiment appris de FTX pour mettre des choses en place qui font que ça va pas FUD et ça va pas faire partir non plus tous leurs utilisateurs. Et du coup, ils ont plutôt bien réagi par rapport à ça. Mais le marché, lui, par contre, il réagit d'une autre manière. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que on a beaucoup plus de corrections qui a été faite sur BTC que sur les altcoins. Alors, vous allez voir qu'on a quand même une Bitcoin dominance qui est remontée, c'est-à-dire qu'on a plus de corrections qui a été faite sur les altcoins que sur BTC pour que la Bitcoin dominance en fait monte. Mais derrière, c'est beaucoup moins amplifié que ce qu'on a eu sur les altcoins la dernière fois. La dernière fois, on avait vraiment une correction de masse de moins 30, moins 35, moins 40% sur la plupart des altcoins. Là, on reste quand même à peu près dans les mêmes zones que BTC. Vous voyez, on est plutôt sur du moins 10, moins 15%, allez, moins 20 pour vraiment les plus gros. Mais on est plus proche de ce qu'on avait la dernière fois par rapport à BTC. Donc ça, c'est une bonne chose. Enfin, c'est une bonne chose pour les altcoins. Après, vous allez voir qu'on a l'écosystème Solana aussi qui a pris un gros coup. Là, franchement, tous les gros layers, donc tout ce qui est par exemple, on a ETH, BNB, Solana, ils ont pris assez cher. Le Solana a pris très très cher avec Radium. Je vais vous montrer pourquoi. Et surtout, ce qui va vraiment nous intéresser dans cette vidéo, c'est le point qu'on a actuellement sur BTC. C'est-à-dire que BTC, là, on est allé chercher les 87 000 $, même juste un petit peu en dessous. Et rappelez-vous, qu'est-ce qu'on regardait déjà ensemble quand on a commencé le range, déjà il y a 2-3 mois qu'on commence à corriger, c'était la zone des 87 000 par rapport au volume profile. Les volumes profile, on a une grosse zone de volume profile au niveau des 87 000 qu'il faut absolument tenir en fait, parce que si on vient casser cette zone des volumes profile, en dessous on a un creux assez profond jusqu'aux 80 000 et donc voilà, si on passe en dessous des 87, vous pouvez être sûr que en fait on va décrocher directement aller aux 80 000 parce qu'on a vraiment très peu de volume profile dans cette zone. Et en fait, à chaque fois qu'on a ce genre de scénario, en général, on va aller chercher les anciens volume profile pour ensuite poser notre support et notre bottom. Donc voilà, c'est un peu notre dernier rempart. Ce qui est intéressant aussi, c'est que il arrive souvent que quand on a un range comme ça, en fait, on vienne chercher les liquidités, les stop loss, les liquidités en dessous du range pour ensuite casser le range vers le haut. Donc ça peut être aussi un bon signe, suivant si ou pas on arrive à bien réagir sur ce support-là des 87. Donc ouais, c'est vraiment important là comme situation sur BTC durant les prochains jours. Donc on perd pas de temps. Mais avant de passer sur crypto, les gars, je vais quand même vous parler rapidement de mon marathon que j'ai couru. Alors si vous voulez le passer, vous pouvez avancer quelques dizaines de secondes. Mais je vous en avais déjà parlé, les gars, ça fait 3 mois que je prépare ce marathon et enfin j'ai pu le passer. J'ai eu plein de galères et merci à vous parce que sur Twitter, vous m'avez grave aidé. En gros, j'ai eu un problème au genou et j'ai eu en fait, j'ai une lésion au cartilage ici et j'ai une tendinite au tendon rotulien. Bref, de la merde. Et en fait, j'ai pas du tout été progressif dans ma course. En fait, oui, j'ai fait des semaines à 70, 40 km, parce que j'ai eu plusieurs problèmes qui ont fait que j'ai pas pu courir, puis de moment je pouvais plus. Du coup, j'ai pas été régulier, je me suis fait mal et j'ai forcé dessus et du coup, je me suis complètement niqué le genou. Du coup, j'ai essayé plein de choses. J'allais voir plein d'ostéos, j'ai essayé de faire plein de choses différentes pour améliorer mon genou, mais j'ai rien trouvé. Du coup, j'ai mis un tweet à 95%. Les gens me disaient que c'était une mauvaise idée, qu'il fallait pas que j'aille courir mon marathon. Et ça, les gars, c'était 2 jours avant mon marathon. Miraculeusement, je sais pas comment c'est possible, mais j'ai trouvé j'ai un pote qui m'a donné le contact d'un gars qui fait de la médecine chinoise. Non mais incroyable, il fait de l'acupuncture, donc ça veut dire que je suis allé chez lui, il m'a mis 4 aiguilles dans chaque genou, ensuite il m'a massé et ensuite ils m'ont mis d'électricité, vous voyez, dans les jambes, dans les genoux là, et je suis sorti de là-bas et j'avais beaucoup moins mal, même si j'avais toujours cette douleur. Et les gars, le lendemain, donc 15 heures après, je suis allé faire mon marathon. Du coup, le matin, je me suis levé à 5 heures du matin et les gars, je suis allé courir mon marathon. Je suis trop content, les gars, j'ai fait mon marathon en 3h15, donc ça fait du 4,38 en allure, donc c'est en 4,38 minutes par kilomètre, donc ça fait environ du 13 km/h de moyenne. Donc 13 km/h de moyenne, je suis trop content parce que pour moi, alors ça dépend pour qui, mais pour moi c'est une bonne moyenne. D'habitude de 13 km/h, j'arrivais à tenir sur 10-15 km, mais là sur 42, j'étais vraiment content. Alors qu'en plus de ça, j'avais pas une bonne prépa, j'avais mal à mon genou, et je pense que si je m'entraîne un peu plus et que je fais un deuxième marathon, je pourrais passer en dessous des 3 heures et aller chercher un peu les 14 km/h de moyenne et me faire kiffer là-dessus. Mais du coup, ouais, ça n'a pas été facile, surtout que j'ai voulu faire le marathon en full autonomie, c'est-à-dire que moi je voulais partir du principe que je fais un marathon par moi-même en fait, et je voulais pas une aide
l'extérieur. C'est-à-dire que je voulais pas ravitaillement, je voulais pas avoir voilà, une assistance avec de l'eau, avec parce qu'en fait, tous les 5 km, on va vous mettre de l'eau ou de la nutrition pour tenir le coup. Et moi, je voulais vraiment pouvoir être en totale autonomie. Du coup, en fait, je suis parti avec plus de 3 litres d'eau. Donc, j'avais 2 litres d'eau dans le dos, plus 1 litre d'eau devant et de quoi manger. Donc, pâte de fruits, gel sur moi, etc. Et du coup, partir avec ça, c'était pas le mieux parce qu'en fait, là, on est 2 jours après, mais les gars, j'ai des courbatures encore, mais tellement de partout. C'est une dinguerie, j'ai jamais eu autant, même sur les épaules. Et je pense que ça m'a ralenti un peu ces 3 litres d'eau. Mais au moins, je suis content, j'ai pu le faire en autonomie. Et derrière, en fait, mon genou, bah, j'ai eu un peu mal au début. Et en fait, j'ai compensé avec mes muscles des jambes pour ne pas trop appuyer sur mon genou. Et au final, du coup, j'ai pu dérouler comme ça jusqu'à la fin. Je vous cache pas qu'au 30e kilomètre, je me suis tapé le mur du marathon. Ça fait trop mal. C'est que j'avais pas assez de glucides dans le sang. Du coup, j'ai mon énergie, en fait, qui descend complètement. Et quand tu te prends le mur du marathon, bah, en fait, tu te prends une bonne patate dans la gueule. C'est comme si je faisais des malaises sur plusieurs kilomètres. Du coup, c'était un peu dur, mais à la fin, j'ai pas lâché. Et du coup, j'ai pu finir avec la petite médaille. Ça fait plaisir. Allez, sur le whoop, j'ai fait 20,7 d'effort. Ça fait pas mal sur 31. 5200 calories, les gars. Alors que je suis déjà très maigre. Là, j'avais vraiment la peau sur les os à la fin. J'ai hâte de reprendre prise de masse. Donc, voilà, super journée, malgré que les cryptos crash. Tiens, il y a Cryptovic, là, d'ailleurs, derrière, j'avais pas vu. Donc, voilà, c'était cool. Merci pour tous vos conseils. Merci pour tous ceux qui m'ont encouragé. Ça faisait grave plaisir. Et franchement, je vous l'avais déjà dit, mais durant ce bull run, là, quand vous avez des phases comme ça, de marché qui est dégueulasse, où en fait, il y a rien qui va, au niveau de vos toilettes, au niveau du marché, ça fait trop du bien d'aller focus en fait autre chose dans le sport par exemple en l'occurrence ou même dans un autre domaine et pouvoir avoir une partie de son focus, une partie de son cerveau qui est débranché du marché pour le mettre ailleurs et en fait revenir quand c'est mieux. Et je trouve que c'est le meilleur truc pour tenir sur le long terme sur le marché crypto en fait, de pas être H24 dessus, mais d'avoir des trucs à côté qui permettent de voilà les moments où ça va pas trop, de switcher dans d'autres domaines pour ensuite revenir plus frais quand le marché crypto est plus intéressant. Et si vous vous tâtez les gars à faire une petite course, à faire un marathon ou même un semi-marathon, franchement je vous le conseille à fond, ça vaut grave le coup. Ça fait trop plaisir pour soi-même et pour aussi les autres de le faire. Quand vous voyez tous vos potes qui vous attendent à arriver, ça fait trop plaisir. Et il n'y a pas besoin d'essayer de faire un record non plus pour se sentir légitime de le faire. Moi j'ai couru avec des potes qui mettaient 3h40, 3h50 pour faire le marathon. Et il y en a d'autres qui vont aller chercher en dessous de 3 heures et c'est ok. Le plus important c'est le dépassement de soi-même qu'il faut aller chercher. Donc pour tout ça, on revient sur BTC parce qu'on a pas mal de choses à dire. Alors dernière fois, on s'était lâché sur le fait qu'on pouvait revenir. Je vous parlais des 102 000 $. Alors c'était intéressant parce que on avait, donc je vous avais montré ce petit tweet où en gros, ouais, on avait pas mal de liquidations. Je vous avais mis le petit trait ici, aller chercher à 100 000 et on en avait même au-dessus des 105 000 à aller chercher. Mais c'était surtout celle-là là qui était intéressante à court terme. Et vous voyez, on avait le cours qui commençait à se contracter au niveau du ruban. Donc en fait, c'était un endroit parfait pour passer au-dessus du ruban, vu que le ruban était complètement contracté, pour voilà, faire une clôture daily dessus, s'installer au-dessus et ensuite boum, essayer d'aller chercher les shorts au niveau de la hausse et aller revenir en haut du range. Donc c'est plus ou moins ce qui s'est passé dans un premier temps. Ouais, on avait cherché les liquidations ici aux 100 000 $, donc on avait liquidé un peu tous les shorts. Derrière, on a commencé à s'installer en fait au-dessus du ruban de mobile et boum, grosse correction, on a été puni direct. On a eu le hack de Bybit qui arrivait, du coup on a tout ravalé à la baisse. Et donc le hack de Bybit, donc c'est ZachXBT qui est assez connu dans le milieu pour dénoncer un peu les hacks, les news, les rugs qu'il y a, etc., les scams. Et du coup, il a annoncé sur Telegram que Bybit s'était fait hack de 1,46 milliard $. On se rend pas compte de ce que c'est, mais les gars, en termes de dollars, c'est le plus gros hack de l'histoire. Alors, c'est pas le plus gros hack de l'histoire en termes de BTC ou en termes de crypto, mais c'est en dollars, par contre, le plus gros. Par exemple, on avait déjà eu à l'époque MTGOX où c'était abusé parce qu'à l'époque, MTGOX en 2014, c'était peut-être 80-90% du volume qui était sur MTGOX et MTGOX avait crash. Avait fait comme FTX parce que voilà, il s'était fait hack par l'intérieur. Enfin bref, c'était un peu compliqué, mais c'était bien le bordel parce que là, dites-vous que même par exemple quand FTX a fait faillite, et ils étaient pas à 90% du volume des échanges, quoi. Ils étaient peut-être à 20-30%, je sais pas, mais beaucoup moins. Mais après, voilà, c'était pas non plus le même marché à cette époque. Mais là, en tout cas, déjà, ça suffit pour foutre pas mal le bordel. Ce qui est intéressant en plus, enfin, ce qui est dommage par rapport à ça, c'est que ça a été centré en fait sur ETH, c'est-à-dire que le hacker de Bybit en fait a récupéré en fait des ETH et du coup, c'est devenu le 14e plus grand détenteur de ETH au monde, les gars. C'est abusé. Et en fait, du coup, le groupe de hackers qui est derrière, alors ça pouvait que en être un pour une aussi grosse somme, c'est Lazarus. Lazarus, c'est le groupe de hackers nord-coréens. Donc en fait, c'est la Corée du Nord qui est derrière. Et en gros, c'est en lien avec le gouvernement, en fait, ou la Corée du Nord. Ils entraînent des personnes depuis qu'ils sont petits à être chauds en informatique. Et en fait, derrière, ils ont un groupe de hackers qui est centré sur le fait de aller hacker, en fait, des écosystèmes où il y a de l'argent, essentiellement la crypto, hein. La plupart de leurs hacks, Lazarus Group, c'est sur la crypto, pour ensuite récupérer cet argent des hacks
hack et l'investir du coup dans le gouvernement nord-coréen. Du coup, ils ont tout un gouvernement, ils sont un peu à part, donc c'est beaucoup plus facile pour eux d'aller chercher des hacks. Et là, déjà, Lazarus, ils auraient déjà transféré 5000 ETH vers une nouvelle adresse et ont commencé à blanchir les fonds via un mixeur centralisé. Du coup, déjà que ETH était mal en point, là en plus, les gars, on a genre la 14e plus grosse wallet d'ETH qui va commencer à vendre leur ETH. Donc hyper chaud. Derrière, par contre, l'avantage, là où j'explique en intro, c'est que Bybit, ils sont super bien réagi. Bybit, Ben Zhou, donc le CEO de Bybit, a dit que il y avait pas de souci et que tous les assets, donc tous les fonds des utilisateurs étaient backés un pour un. Donc ça veut dire que si par exemple il y a $1 milliard qui est détenu par les utilisateurs, et ben ils ont $1 milliard qui est en sécurité au cas où il y a un problème. Et là on vous a mis quelques infos supplémentaires que je trouve assez sympa. On avait eu donc le hack de MTGOX, Bitfinex, Binance aussi. Et c'est vrai que Binance, les gars, la plupart des gens, je crois, ne le savent pas. Mais moi, quand j'étais dans l'écosystème en 2018, si je me trompe pas, je crois, c'est en 2018, on avait eu le hack de Binance et c'était quelques centaines de millions, mais c'était déjà énorme pour l'époque. Mais ouais, là, on était à 600 millions pour le plus gros. Là, on a 1,4 milliard, quoi. On a vraiment explosé. Mais ce qui est intéressant, c'est que la supply de TH qui était disponible sur Bybit, en fait, elle a chuté directement, mais elle est revenue quasi à son niveau initial, quoi. Parce que on a eu un super coup en fait de la part de Bybit où ils avaient déjà, je pense, la plupart des échanges ont pris en compte ce qui se passe sur FTX et du coup pour pas que ça se reproduise, il faut en sorte de mettre des backups derrière pour pas qu'il y ait de problème en fait. Parce que le plus gros problème quand on hack, c'est pas le hack en lui-même. C'est tout ce qui en découle derrière. C'est-à-dire que quand tu as un hack de, par exemple, 1 milliard, et en fait, gérer la perte de $1 milliard, c'est largement faisable par les échanges. Le gros problème, c'est la peur des investisseurs derrière. C'est-à-dire que tous les investisseurs vont vouloir retirer, tous les investisseurs vont avoir peur et du coup, ils vont vouloir sortir de l'échange, sortir tous leurs fonds et c'est là où ça peut poser des problèmes. Et donc, il faut pouvoir réagir face à ça sans brocher quoi facilement. Et c'est ce qu'on fait Bybit. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a eu de l'aide. C'est-à-dire qu'il y a Binance, je crois, et BitGet qui ont envoyé leurs fonds à Bybit pour les aider. Et on voit là, regardez, c'est complètement fou, mais oui, dès qu'on a eu le hack, regardez le nombre d'adresses qui ont voulu retirer. Regardez, boum, ça a explosé. On a eu toutes les adresses qui ont voulu retirer en fait leur crypto de Bybit par peur en fait que l'exchange fasse faillite, hein, comme on a eu sur FTX. Et du coup, d'un côté, voilà, c'est triste de voir ce hack, mais d'un autre côté, ça fait plaisir de voir l'écosystème un peu solidaire. C'est-à-dire qu'on a eu Binance, BitGet, etc. qui sont arrivés derrière pour essayer de renflouer Bybit si jamais ils avaient des problèmes. Bybit ont bien géré leur coup, donc il n'y a pas eu de problème. Mais derrière, en fait, même les échanges qui sont en concurrence avec Bybit, ils veulent pas que il y a un truc comme FTX qui se reproduise parce que ça met tout le monde dans la merde. Du coup, ils s'entraident. Bon, on parle pas mal là, on parle en ce moment du hack de Bybit, mais c'est vrai on n'a jamais eu de hack d'un layer 1. On en a jamais vraiment parlé, mais c'est vrai qu'en ce moment, on est vraiment en train de sacrifier la décentralisation au profit de la scalabilité. J'arrive jamais à le dire. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose de fou parce qu'on s'en aperçoit pas forcément avec le temps, mais déjà, même il y a pas si longtemps que ça, en 2018, la décentralisation a été beaucoup plus au centre en fait de l'écosystème. C'est vrai qu'on parlait beaucoup de décentralisation et la décentralisation, c'était vraiment un point clé pour les cryptos, pour les layers et que c'était vraiment important. Aujourd'hui, c'est vrai que la décentralisation est beaucoup plus mise de côté, en fait, j'ai l'impression. Et on va beaucoup plus mettre en avant la scalabilité et c'est ce que va rechercher le marché, quoi, les retail. Ce qu'on va chercher la plupart des gens, qu'une blockchain soit rapide, efficace, qu'il n'y ait pas trop de frais, etc. Et la décentralisation, bon, on se dit, bon, tant que c'est pas hacké, tant que c'est sécurisé, c'est bon, on s'en fout, même si elle n'est pas très élevée. Mais je pense que ça, on va aller trouver la limite et c'est exactement ce qu'il explique dans son tweet, Justar, qu'on va trouver la limite le jour où on aura un hack d'un layer 1. Et pour ça, c'est encore jamais arrivé. Oui, on a eu Ethereum, Solana, SUI, Hyperliquid, etc. Mais un jour, on va avoir un layer 1 qui sera encore moins centralisé, mais encore plus scalable, que beaucoup de gens vont utiliser, qui va grossir. Et en fait, il y a une faille qui va être trouvée, boum, il va être hacké. Et là, ça va être le gros bordel. Et du coup, on saura que ce niveau de décentralisation, on peut pas aller chercher parce que c'est pas assez sécurisé, quoi. Et en fait, on trouvera notre limite par ici. Mais bon, ça, on l'a pas encore connu. Et je pense que de toute façon, ça arrivera, hein, forcément un jour ou l'autre. Bon, ensuite, dans tout ce marasme qu'on a là, dans toute cette négativité sur le marché crypto, on a quand même un petit airdrop là qui est arrivé qui peut être sympa le 26 décembre, les gars. Je vous avais partagé l'airdrop un potentiel airdrop qui pouvait arriver. Je vous avais parlé du futur airdrop qui pourrait arriver sur Kaito, qui a fait pas mal de bruit. En gros, vous connectez votre Twitter et suivant vos Twitter, suivant les tweets que vous allez faire, vous allez pouvoir récupérer en fait des Kaito par rapport à leur airdrop. Du coup, il est sorti. Personnellement, j'ai récupéré 137 Kaito, donc c'est pas énorme. Enfin, après, j'ai pas cherché à le farmer, donc ça fait genre $200. Et si vous êtes connecté à votre compte, vous avez juste à vous connecter à votre compte Twitter sur Kaito. Ça prend 2 secondes. Je vous en avais parlé aussi en vidéo YouTube, donc allez checker si vous l'avez fait. Et si vous l'avez fait, vous pouvez réclamer directement sur un site vos Kaito et du coup, vous pouvez voir combien vous avez gagné. Ensuite, tiens, j'ai quelques news sur le Mates, les gars de Moemouet. Alors, c'était pas mal le bordel. Je vous avais expliqué, le Moemouet, c'était, rappelez-vous, le projet qui devait plus ou moins concurrencer Virtuals, où en gros, on avait une plateforme où tu pouvais créer déjà un agent IA et c'était vraiment bien foutu. C'était fait par une équipe qui était pas très forte en communication, mais qui était assez chaud en tech. Et malheureusement, on a le Mates qui s'est fait
déglingué à la sortie. Alors, il y a eu plusieurs raisons. Déjà, la première raison, c'est que leur site n'était plus accessible et du coup, beaucoup de gens ont pensé qu'ils allaient rug et donc ça a chuté. Et aussi, on a eu le market maker et ça, on vient de le connaître là, il y a pas trop longtemps, 18 février. Et du coup, je viens de voir ça hier où en gros, le market maker, donc le market maker, c'est lui qui va gérer la liquidité en fait quand vous avez un token qui se lance. Donc en fait, c'est le market maker, c'est eux qui fournissent la liquidité, qui gèrent la liquidité et qui vont gérer aussi le spread, donc l'écart de prix. Donc c'est hyper important, mais c'est quelque chose où le market maker, il a quand même pas mal de pouvoir en fait par rapport à ça. Et normalement, ça se passe toujours bien, il y a jamais trop de problèmes. Mais là, le market maker, il a fait n'importe quoi. Et en fait, il y a eu des screens, qui sont ressortis. Ça fait pas mal de bruit là, sur le METS, il y a eu beaucoup de mises en avant. Où en gros, le 15 janvier, donc au moment où le METS est sorti, le market maker, il disait qu'il allait complètement niquer la liquidité, récupérer le maximum de tokens pour assécher en fait le token METS. Et on a retrouvé par rapport à ces adresses que c'était le même market maker qui a fait la même chose sur le Libra et le Melania, donc coin de Melania Trump, et le Libra qui a fait pas mal de bruit aussi du token du président argentin. Et du coup, en fait, c'est le même market maker et il a fait la même chose aussi pour le Mates. Il a sûrement fait d'autres tokens aussi. Donc, c'est pour ça, au final, qu'on s'est pris une aussi grosse claque quand on combine le site plus le market maker et qu'on se retrouve avec un Mate qui était à 240 millions de FDV et qui se retrouve là à 9 millions de FDV. Genre, c'est vraiment une grosse claque. Par contre, l'avantage dans ça, c'est que le market maker, il a quasiment plus de tokens. Il y a quasiment plus de tokens, en fait, à sa disposition. Donc, on peut pas avoir une vente supplémentaire de market maker. Par contre, on peut avoir une vente supplémentaire des tokens qui sont unlock, des gens qui sont rentrés en private sale, en launch. Par contre, vu que les gens sont rentrés plus haut en private sale, en fait, ils sont perdants. Donc en fait, il n'y a pas grand intérêt pour eux de revendre leurs tokens aussi. Donc à voir ce que ça donne. J'ai pu avoir des news de la team. Alors j'ai pas contact direct avec la team, mais des news par intermédiaire qui m'a dit que eux ils étaient dans l'optique de relancer le token, de relancer le projet. Donc j'ai remis un petit billet dessus, vraiment très léger, vu que j'ai pas beaucoup de liquidité. Et on verra bien ce que ça donne. Allez, on continue. Tiens, sur les graphes, on a BTC. Tiens, une petite correction à venir. Alors ça, les gars, c'est intéressant. Regardez, c'est un tweet qu'on vous a fait le 17 février. Alors il remonte un peu parce que je vais pas passer dans la dernière vidéo. C'était il y a une semaine. Il y a une semaine, on vous a mis ce tweet-là en vous parlant d'une petite correction à venir. Et alors, dans le tweet, en fait, on vous explique qu'il y a l'IFP qui donne un signal plutôt bearish. Alors, l'IFP, c'est quoi? C'est un graphique qui compare les flux entre les marchés spot et dérivés. Et en fait, on met ça du coup avec une moyenne mobile sur 90 jours. Et quand on voit que il y a un croisement bearish entre les deux courbes, et en fait, on a un signal plutôt bearish. Donc quand c'est le signal bearish, en fait, on commence à rentrer dans une phase rouge, et quand c'est un signal bullish, on commence à rentrer dans une phase verte. Et c'est vrai que c'est un indicateur qui est plutôt efficace et qui en général marche bien, parce que à chaque fois, en fait, on remarque qu'il a identifié à chaque fois les zones de bear market et même les corrections locales, donc les petites corrections qu'on peut avoir. Alors qu'on n'est pas forcément en bear market, mais qu'on est en bull run. Et là actuellement, c'est la troisième fois depuis donc ce cycle que l'IFP donne ce signal. Et donc là, vous voyez, on voit au niveau de la courbe tous les signaux qu'il a donné. Donc vous voyez, à chaque fois, par exemple, signal ici, hop, il a plutôt raison. Pareil pour tout le bear market ici. Pareil pour la phase de correction qu'on avait eu pour le bull run et le bear market qu'on a eu ici. Et là, de nouveau, vous voyez les trois qu'il a donné pour ce cycle, c'est celle ici, on a eu une petite correction ici. Et ouais, à chaque fois, ça repart dans le vert, hop, hop. Et là, de nouveau, vous voyez, on vient de faire le croisement et de partir dans le rouge. Mais ça, du coup, c'était le 17 février, quand on était à 94 000 $ sur BTC, avant la correction qu'on a eue là, aujourd'hui. Et on avait eu, les gars, un raz-de-marée dans les commentaires, où tout le monde nous insultait, parce que tout le monde était en mode, mais on peut pas avoir une correction sur une correction, c'est pas possible, on peut pas corriger plus, on est déjà super bas. La plupart des gens, je sais pas pourquoi, étaient en mode, mais les altcoins ont déjà corrigé, alors que là, on parle de BTC, on parle pas des altcoins, et surtout, les gens pensaient pas qu'on peut avoir une correction supplémentaire. Alors qu'au final, ça n'a pas manqué, vous voyez, on a eu une correction supplémentaire, l'IFP a marché, et là, on était vraiment dans une phase ultra chiante, vous voyez, de 3 semaines sur BTC, et boum, on casse à la baisse. Donc ça fait mal, comme j'explique ici, hâte de voir la liquidation, je pensais qu'elles étaient à plus d'1 milliard de dollars en 24 heures, les gars, ça a pas loupé, 1,34 milliard de dollars en 24 heures, on peut directement aller les voir ici, vous voyez, on est même à 1,5 milliard, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Les gars, 1,5 milliard de dollars. La dernière fois, j'avais pété un câble, parce qu'on était à plus de 2 milliards, c'était juste énorme, et là, on se retrouve encore une fois, genre 2-3 semaines après, avec 1,5 milliard. Ça veut dire qu'il y a encore énormément de positions, énormément de longues qui sont posées sur le marché crypto et que le marché doit nettoyer avant de repartir, quoi. C'est assez impressionnant. Je pensais pas qu'il y avait autant de positions qui étaient mises sur le marché, quoi. Et là, on voit, vous voyez, en 24 heures, c'est principalement Bitcoin qui a été liquidé, hein. C'est principalement Bitcoin. La dernière fois, c'était un gros nettoyage sur les altcoins. Et là, cette fois-ci, c'est sur Bitcoin. Du coup, on a eu un premier temps les altcoins, mais dans le Bitcoin, ça fait encore plus mal parce que d'habitude, en fait, le marché vient nettoyer une fois et il vient tout nettoyer, donc Bitcoin et les altcoins. Et là, en fait, il fait vraiment un par un. C'est-à-dire, il nettoie les altcoins, il attend 3 semaines, il nettoie Bitcoin, quoi. Donc, c'est un enfer. Et au passage, à chaque fois, les altcoins, ils prennent une claque. Au niveau des zones de liquidation, vous voyez, on allait chercher très profond. On peut augmenter complètement la time frame pour aller voir un peu, voilà, qu'est-ce qu'on allait chercher.
Et on s'aperçoit que, ouais, on allait chercher de liquidation qu'on avait en dessous du range ici à 88 000 $. Et ça, c'est intéressant. Alors, c'est intéressant pourquoi? Parce que, rappelez-vous ce que je vous ai dit en intro. Souvent, en fait, quand vous avez un range de cette façon, alors c'est la même chose que qu'on a eu sur le range de 8 mois là au niveau des 67 000 $. Je vais le repasser après sur TradingView. En fait, quand on a un range comme ça, souvent, ce qui va se passer avant de casser le range par le haut, c'est qu'on va venir une dernière fois liquider en fait en dessous du range et chercher toutes les liquidités qu'il y a en dessous du range pour partir et casser le range par le haut. Et pourquoi? Parce qu'en fait, la plupart des gens qui posent leur trade dans le range, et ben en fait, ils vont mettre leur liquidation en dessous du range. Et du coup, c'est pour ça que c'est intéressant pour le cours d'aller chercher en dessous du range avant de casser le range par le haut. Donc ça peut être une bonne chose. Mais ce qui va surtout falloir regarder à court terme pour savoir ou pas si ça va être le cas, c'est le support des 87 000 et ce qui va tenir ou pas. Si on voit qu'il tient pas, en fait, on a une cassure du range par le bas et là, on va aller beaucoup plus profond et du coup, on a un retracement qui sera beaucoup plus long et on risque de repartir que pour la fin de l'année. Par contre, si on est dans le scénario un peu habituel de on vient en dessous du range pour aller chercher l'équité, là, par contre, c'est très bon signe parce qu'en fait, derrière, ce qu'on risque de faire, c'est remonter dans le range et casser le range par le haut. Et donc, annoncer la fin de ce range et enfin repartir à la hausse. Et ça peut s'appuyer avec le fait que, regardez ça, on a tous les ordres d'achat qui sont mis en place sur BTC. C'est-à-dire que de base, on avait les ordres d'achat qui étaient là à 200 BTC, 200 BTC ici, qui étaient assez costauds quand on était à ce niveau-là. Et vous voyez, quand on a commencé à chuter, on a eu de moins en moins, en fait, plus on avançait dans les 3 semaines ennuyantes, là, moins on avait de BTC qui étaient accumulés sur ces zones. Du coup, quand on a cassé, on n'a pas eu de mal pour casser ces ordres d'achat parce qu'on n'avait pas beaucoup de BTC absorbés. Par contre, dès qu'on avait cherché, vous voyez, les 87 000, 86 000, juste en dessous, regardez ça, les ordres de vente d'achat qu'il y a, vous voyez, 300 BTC quasi ici, 300 BTC là. Après, ça va chercher très bas, vous voyez, à 80 000 $. Mais on a déjà des zones d'achat qui commencent à s'accumuler. Et en fait, là, si on regarde un peu sur BTC en daily par rapport à son range, en fait, vous voyez, le range théorique qu'on a en général, c'est hop, vous voyez, on vient chercher les liquidités en dessous du range parce qu'en fait, tous les gens qui se positionnent dans le range, ils ont leur liquidation ici. Du coup, on vient chercher liquidation et ensuite on casse ça par le haut. Et je vais vous montrer l'exemple de l'ancien range qu'on avait où c'était à peu près ça, quoi. Regardez, vous voyez, c'était juste là où en gros on avait ce range ici. Alors c'était vraiment un canal descendant, même c'était même pas vraiment un range. Et on allait liquider bien fort pour ensuite casser vers le haut. Je peux vous donner d'autres exemples dans ce style où vous voyez là on vient liquider en bas avant de casser vers le haut. C'est pas tout le temps le cas, mais par exemple ici ça n'a pas été le cas. Et en fait c'est le cas quand il y a trop de positions, trop de liquidation en dessous du range. Et du coup, le marché a besoin de sortir ses liquidations pour ensuite monter. Donc voilà, pour revenir sur les volumes profile, les volumes profile ici, regardez si on dézoome, ouais, la limite qu'on a que je vous montrais, c'est les 87 000, 86 000 qu'on a là. Ouais, c'est vraiment le gros cluster de volume qu'on a pu poser dans ce range, ouais, qui vont jusqu'aux 87 000 ici. Et en tout, regardez, on a vraiment le creux. C'est-à-dire que là, on n'a plus rien. C'est-à-dire que vraiment ici, on n'a plus rien. Et donc en fait, si le cours, ouais, ne tient pas sur le niveau sur lequel on est actuellement et qu'on vient passer en dessous, là, pour être sûr que si on commence à aller chercher les 85 et qu'on commence à passer en dessous avec des clôtures daily, il faut vraiment des clôtures daily, mais en dessous de ces volumes profile-là, vous pouvez être quasiment sûr qu'on va venir chercher les 72 000 par ici, voire dans un premier temps les 80 000 ici, où on pourrait avoir un premier petite zone de volume profile qui tienne, mais on ira chercher très profond parce que on a un creux de volume énorme. Et du coup, en général, quand vous n'avez pas de volume profile, souvent on vient chuter direct au prochain volume profile. Donc c'est pour ça que là, le niveau qu'on a actuellement, il est hyper important. Et on est soit dans un truc où du coup on passe en dessous et là on est parti pour tout l'été. Et je pense que on n'aura pas de reprise haussière en fait avant la fin de l'année, avant septembre, avant la fin de l'été. Ou alors on est dans moi ce que je privilégie plus pour l'instant, c'est c'est le fait qu'on est dans le range, on vient chercher les liquidités en dessous du range, et c'est vrai que pour l'instant ça colle plutôt bien parce qu'on a vu qu'il y a 1,5 milliard de liquidations et on a vu aussi au niveau de la map des liquidations qu'on avait beaucoup de liquidations juste en dessous ici, et du coup c'est intéressant pour le cours d'aller chercher les liquidations avant de casser le range par le haut. Donc moi je suis plutôt dans cette optique là. C'est vrai que là ce serait parfait, ouais, on a un range comme ça, tac, on vient chercher en dessous et là boum, on vient casser au-dessus. Donc à voir. Pour l'instant j'ai pas de boule de cristal les gars, encore une fois, je sais pas ce qui va se passer exactement, mais au moins ça vous donne les zones clés à surveiller, quoi. Si on voit qu'on s'installe en dessous des 87, en dessous surtout des volumes profile, là ça a appuyé et là moi je pense que même je sortirai du marché pour rentrer plus tard. Par contre, si on tient ce niveau, je suis beaucoup plus dans l'optique de me dire que on va réintégrer le range pour ensuite le casser vers le haut. La Bitcoin dominance, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que, regardez ça, ce que j'expliquais tout à l'heure en intro, c'est que les altcoins ont corrigé, ont suivi Bitcoin, mais moins que ce qu'on a eu la dernière fois. C'est-à-dire que là, vous voyez, les dernières fois, on était ici. C'est-à-dire vraiment, la dernière fois, les gars, quand BTC a corrigé, les altcoins ont tellement corrigé fort que BTC, la Bitcoin dominance a littéralement explosé, quoi. Et là, actuellement, la Bitcoin dominance est montée, comme à chaque correction de BTC, parce que chaque fois que BTC corrige, c'est très rare que les altcoins ne corrigent pas plus que BTC. La majorité du temps, les altcoins vont plus corriger que BTC. Donc, c'est pour ça qu'on a toujours, quand le marché qui crache, une Bitcoin dominance qui monte. Mais ça va, c'est correct, vous voyez, c'est une bougie qui est assez grosse, mais c'est pas cette bougie-là. Du coup, on reste sur
sur une liquidation qui était faite plus pour BTC que sur les altcoins. Par contre, le Total 3, il est vraiment pas beau. Vous voyez, vraiment, on a notre zone de support là qu'on maintenait depuis quelques temps. On avait le même scénario que ce qu'on avait en 2021 où le but c'était vraiment de venir dans une petite zone de correction pour ensuite boum repartir. Mais c'est vrai que là c'est long quoi. C'est long parce que on intègre cette zone de support ici, tac, et là en fait le but c'était hop de remonter et de repartir. Et en fait là on n'est même plus dans la petite zone de range de correction des altcoins. On a une correction qui est plus profonde. En fait on passe en dessous du support, on vient tester en tant que résistance et là on s'est rejeté beaucoup plus violent et du coup là ça risque d'être plus long avant de remonter. Donc c'est comme ça, de toute façon c'est le jeu. On a des tokens comme Cookie au final qui corrigent pas trop. Vous voyez, regardez Cookie, on n'a pas l'impression qu'ils aient pris une baisse supplémentaire que ce qu'il a déjà connu parce qu'en fait la majorité des petits tokens comme ça ont tellement pris cher qu'en fait il y a même plus vraiment de pression vendeuse à aller chercher parce que il y a même plus trop d'argent, en fait il y a plus trop de capitalisation. C'est pareil par exemple pour Supra qui a pas trop corrigé aujourd'hui parce qu'au final il s'est déjà pris une claque énorme, pareil pour Xlink, etc. Par contre c'est plus les gros layers, vous voyez, les grosses cryptos comme ETH qui ont pris très cher parce qu'en fait il y a encore beaucoup de liquidité et de capitalisation sur ces tokens là. ETH a pris très cher, on a le RAI de Radium, alors c'est une catastrophe. Solana aussi, Solana a pris très cher là sur les derniers jours, moins 23%. Alors c'est dû parce que Radium c'est dû, alors c'est assez exceptionnel, mais moins 47% sur Radium, c'est juste énorme. Et depuis le plus haut ici, moins 73%. C'est une catastrophe, alors vraiment, c'est assez abusé. Alors ça, c'est parce que tous les coins qui sont créés sur PumpFun, rappelez-vous, PumpFun, c'est une plateforme où en fait tu peux créer tes mêmes coins avec très peu de liquidité. Et tous ces coins-là qui étaient créés sur PumpFun sont créés sur la blockchain Solana. Et du coup, ils utilisaient le AMM en fait de Radium. Et là, PumpFun ont annoncé qu'ils allaient sortir leur propre AMM. Donc AMM c'est Automated, je sais pas comment on le prononce en anglais, Automated Market Maker. Donc en fait c'est leur market maker automatique. Donc c'est eux-mêmes qui vont apporter leur liquidité, comme j'expliquais tout à l'heure sur Mates. Et du coup le fait que PumpFun fasse leur propre AMM, en fait ils auront plus besoin que les gens passent par Radium. Et du coup, c'est pour ça que l'utilité de Radium a bien descendu avec cette news et du coup qu'il y a une vente massive sur le token. Après, je pense pas que le RAI est mort derrière parce que ça reste le token qui est associé à le plus gros DEX qui est sur Solana. Donc ça reste quand même assez balèze. Mais voilà, on a un marché qui tire la gueule. On a l'S&P, le Nasdaq qui sont pareils, qui tirent aussi un peu la gueule. Donc on patiente. Je reste bullish moi par rapport à BTC, par rapport au scénario là de range, tant qu'on reste au-dessus de la zone de volume profile comme je vais le montrer. Donc on patiente et on va courir des marathons le temps que ça aille mieux. Allez, on finit avec le commentaire du jour de Marc qui nous dit: salut, merci beaucoup pour ta vidéo. Je voulais te demander ce que tu pensais du stacking de ATR en ce moment. J'ai des tokens que j'hésite à mettre en stacking, sachant que ça me les bloque pendant 90 jours. J'ai peur de les voir immobilisés au moment que je considère opportun pour les vendre. Super intéressant comme commentaire. Alors je vais vous montrer ça directement. En gros, quand vous êtes sur ATR, vous allez sur le site d'ATR, vous connectez votre wallet fantôme et du coup vous allez avoir votre solde ATR qui est affiché donc directement sur le site de Hardtrade, et en dessous vous avez différents niveaux de stacking. En fait déjà, j'en ai déjà parlé la dernière fois en commentaire du jour, mais il y a encore des gens qui m'ont demandé, tous les gens qui ont du ATR sur BitGet, les gars, BitGet ont délisté ATR. Alors c'est pour plusieurs raisons, mais sûrement leur contrat arrive à la fin. Du coup ils ont délisté ATR, donc si vous voulez récupérer vos ATR, vous pouvez toujours le faire. Vous allez sur BitGet, vous allez donc dans retirer vos ATR et vous les envoyez via blockchain Solana sur votre wallet fantôme. Donc wallet fantôme, c'est un peu comme MetaMask ou Rebel Wallet, c'est une extension sur web. Et une fois que vous les avez sur votre wallet fantôme, avec votre wallet fantôme, vous connectez sur le site de Hardtrade. Et donc vous arrivez sur cette page et là en fait vous avez plusieurs niveaux de stacking. Vous pouvez stacker vos ATR. Si vous avez 25 000 ATR, vous pouvez les stacker à 15%, 20%, 25%. Moi, vu que j'ai plus de 250 000 tokens, je peux les stacker à plus de 25%. Et moi, j'ai déjà commencé du stacking il y a longtemps. Et en fait, quand vous commencez à stacking, vos ATR sont bloqués pendant 90 jours. Par contre, vous avez 25% de rendement. Donc, à vous de voir si ou pas ça vaut le coup. Moi, personnellement, j'avais lancé 3 gros stacking, de 250 000, 250 000. Et là, j'en ai 2 autres qui sont en cours. Et à chaque fois, ils ont pu se terminer parce que je les avais lancés il y a plus de 90 jours. Et du coup, j'ai récupéré bien 100 000 ATR, il me semble. Donc, c'est cool. Et derrière, en fait, vous pouvez les restacker. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Par exemple, vous voyez, ce stacking est fini. Donc, j'étais à 25%. Et si je le restack, en fait, je peux monter à 27,5%. Donc, c'est intéressant. Par contre, mes tokens sont bloqués encore pendant 90 jours. Donc, ça veut dire que pendant 90 jours, vous ne pouvez pas retirer vos tokens. Moi, personnellement, ce que j'ai fait, c'est là, j'ai 6 700 000 tokens. En fait, j'en ai bloqué à peu près 250 000, 500 000, 250 000. En général, je vais en bloquer 1,5 million, 2 millions, genre 20, 30% max de mes tokens ATR. Je vais les mettre en stacking. Ça peut avoir le coup. Donc, à vous de voir si c'est intéressant. Je trouve que la stratégie de mettre un pourcentage, 10-20% de ces ATR en stacking, ça peut être pas mal à faire. Donc, grosse vidéo. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez en commentaire, comment vous voyez un peu le marché là par rapport à BTC. Est-ce que vous êtes plutôt comme moi par rapport
au fait qu'on va chercher l'équité en dessous pour ensuite revenir en haut du range, ou alors si on risque de casser les volume profile et là on risque d'aller beaucoup plus bas. Dites-moi ce que vous en pensez, je regarderai vos commentaires. N'hésitez pas à passer inscription si vous intéresse, si vous voulez tester un peu le trading, vous avez Bluefin, The Mex, si vous voulez tester l'investissement, vous avez Swissborg. Je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui, moi je dis à plus. Ciao!